Les journées de la psychoéducation sont célébrées partout à travers le Québec. Cet événement, qui en est à sa deuxième édition, vise à mieux faire connaître la profession et le travail des psychoéducateurs auprès des personnes vivant avec des difficultés d'adaptation. Les psychoéducateurs sont présents dans les écoles, on le sait, mais aussi dans les hôpitaux, les CLSC, les centres jeunesse, les cabinets conseils, les organismes communautaires, pour ne nommer que ceux-là. Bien connus pour les interventions auprès des jeunes, les psychoéducateurs sont aujourd'hui 4 700 professionnels qui exercent auprès de plusieurs clientèles. Comme par exemple, dans le milieu de la santé et des services sociaux, les psychoéducateurs interviennent souvent auprès d'une clientèle adulte, en particulier les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, et de plus en plus auprès des personnes âgées. Au cours des prochaines minutes, on vous présente une entrevue avec une psychoéducatrice, Diane Métayer, qui va nous expliquer certains moyens de faciliter la transition d'une personne âgée en perte d'autonomie de son domicile vers un centre d'hébergement de soins longue durée, communément appelé un CHSLD. Bonjour Diane. Bonjour François-Étienne. Diane, il y a quelques années, si on remonte même plusieurs générations en arrière, cette étape difficile de la vie n'existait pratiquement pas, c'est-à-dire que c'était naturel pour les enfants de prendre soin de leurs parents quand ceux-ci devenaient trop vieux pour vivre seuls. Aujourd'hui, les choses ont changé et il arrive un moment où on doit se résoudre à placer un parent, parfois même un conjoint. Évidemment, ce n'est pas la même chose de traiter avec une personne qui est simplement vieille que de traiter avec une personne qui est en perte d'autonomie sérieuse parce que la personne vit avec un problème de démence, de perte cognitive ou un handicap important. La première chose à faire quand on doit prendre cette décision-là difficile, c'est d'annoncer à notre parent qu'on doit placer cette personne-là. Est-ce qu'il y a des moyens de rendre cette annonce-là plus facile? C'est jamais une annonce facile, il faut se le dire. Ça va être difficile à la fois pour la personne qui va dire « je dois vous placer » et la personne qui est placée, parce que c'est un abandon du milieu, de la résidence elle-même, de l'environnement, du quartier, de ses habitudes. Elle perd une vie qui est plus seule, soit avec son conjoint ou totalement seule. Puis elle va aller vers une vie de groupe. Alors, c'est jamais intéressant et d'habitude, les gens ne sont pas très motivés à quitter leur environnement. On peut le comprendre. On peut le comprendre. Alors, c'est sûr que ça va susciter des émotions, mais une des choses qui est difficile à faire, mais que je pense qu'il faut faire, c'est de dire la vérité. Et non pas de dire « ça sera pas long, c'est juste quelques jours, juste pour la fin de semaine, juste pour mes vacances », de vraiment dire « là, on est rendu à un moment où on doit vous placer parce que c'est plus possible, c'est dangereux à la fois pour vous et à la fois pour l'environnement et les gens qui vous entourent ». C'est sûr que de dire la vérité va susciter des émotions. Des fois, les parents vont dire « tu es un enfant ingrat, tu devrais t'occuper de moi et tu ne le fais plus. Je pensais que j'allais rester ici. » il faut vivre avec ces émotions-là et je pense qu'il faut y faire face. Mentir, dire « ça ne sera pas long », ça va aider à court terme parce que le parent, des fois, « bon, OK, pour quelques jours, je vais y aller, mais… » À moyen terme, on n'est pas gagnant là-dedans parce qu'on vient de briser la relation de confiance. Et là, c'est difficile de récupérer ça par la suite. Donc, les conséquences seront probablement plus néfastes que de dire la vérité. À moyen terme et à long terme. À court terme, non. Le parent va accepter de partir, je vais faire ma valise, c'est correct. Mais une fois ça passé, ça devient difficile. Et le parent ne s'impliquera pas, n'investira pas le nouveau milieu. Il va dire « non, non, je m'en vais, ce sera pas long, moi je reste pas ici. » là. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, puis il le croit, parce qu'il y avait une relation de confiance. Alors, il ne va pas créer des liens avec les intervenants, il ne va pas créer des liens avec les autres résidents non plus. Il est là comme juste en attente de passage, alors que c'est pas vrai, ça. Puis on le sait que c'est pas vrai. Alors, il vaut mieux dire la vérité, accueillir les émotions du parent, qui ne seront pas agréables, c'est certain, mais les accueillir, y faire face et dire « bien oui, je comprends que c'est pas agréable, c'est pas facile, mais on va le vivre ensemble, ce moment-là. » Est-ce que ce serait bien d'impliquer le parent dans cette décision-là, en allant peut-être visiter le centre, en tout cas? Essayer de l'impliquer le plus possible dans la décision? C'est toujours préférable de l'impliquer. Des fois, ce n'est pas possible parce que ça se fait en situation d'urgence. Le parent a fait un AVC et a chuté. Il s'est ramassé à l'hôpital et là, les médecins disent non, on ne peut plus le retourner à domicile.
Et des fois, c'est difficile de le faire. Mais quand c'est possible, ben oui, c'est mieux venir. Puis aller en visiter plusieurs établissements. Pas juste regarder les murs rapidement puis dire « OK, ça a l'air correct », mais prendre le temps de se laisser imprégner de l'environnement, de regarder les interactions entre le personnel et les autres résidents, de regarder comment ça se passe et de se demander « est-ce que je me sentirais bien dans ce milieu-là? » Et si le parent au-delà de dit, se dire c'est propre. Oui, c'est propre, ils ont un beau sourire. Oui, mais au-delà du sourire, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça me plaît, ce que je vois, ce que je ressens? Prendre le temps de réfléchir à ça. Des fois, sur le coup, on dit « Ah, ouais, c'est pas pire. » Après coup, on dit « Je ne suis pas certaine. » Alors, prendre ce temps-là, se donner du temps par rapport à ça, quand c'est possible. Quand c'est pas possible, bien, des fois, la famille va y aller, va visiter, on est en urgence. Ça peut être un milieu de transition, puis après, demander un milieu plus permanent. Ça aussi, c'est possible de le faire. Parce que des fois, l'hôpital dit non, vous quittez demain, puis oh, mais là, je n'ai pas grand temps devant moi. Alors, prendre ce temps-là, prendre le temps de choisir, demander une copie des menus. Qu'est-ce qu'on mange ici? Est-ce que ça me convient? Prendre une copie des différentes activités qui se déroulent. Qu'est-ce que vous m'offrez comme activité? C'est quoi l'horaire type d'une journée? Comment on vit dans ce milieu-là? Est-ce que je vais être réveillée la nuit? Est-ce que j'ai le droit de dire, bien, ma porte de chambre, elle est barrée, puis vous ne venez pas me déranger si j'en ai pas besoin, si je ne vous ai pas appelé? S'informer de ces éléments-là, c'est important, ça. Prendre ce temps-là. Puis avant même de se rendre sur place, est-ce qu'il y a des moyens de bien se préparer à la visite? Oui, on peut préparer l'hébergement dans son ensemble et non pas dans un milieu particulier. D'une part, c'est d'aller chercher les émotions du parent, c'est sûr qu'il y en a. D'aller voir comment tu vis ça, c'est quoi qui te fait peur, c'est quoi qui t'inquiète là-dedans. Y a-tu des questions que tu te poses et que tu n'as pas osé demander au personnel? Je pourrais peut-être t'aider à les demander. C'est important de clarifier ces choses-là avant. De préparer aussi les émotions, de les regarder, mais de préparer aussi comment on pourrait bien organiser ces choses-là. Parce que bien souvent, le parent va dire « Bon, bien là, je le sais, c'est ma dernière adresse. Je m'en vais mourir là. » C'est pas faux. Il ne faut pas dire « Non, 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 c'est pas vrai. » C'est vrai, c'est la réalité dans la plupart des cas, mais dire avant, il y a encore des moments de vie. On va essayer d'avoir du plaisir, on va essayer d'être bien. Et on va se concentrer là-dessus. La fin, on y verra quand on sera rendu là. Pas pour l'instant. Alors, c'est des éléments comme ça. Être plus présent, je dirais, dans les premiers temps, mais en même temps, je mets une réserve. Il faut faire un équilibre parce que si la famille est toujours là, on empêche le parent de s'intégrer au milieu, de créer des relations avec le personnel, avec les autres résidents, parce qu'elle va rester avec sa famille, c'est du connu, c'est plus facile. Fait qu'il ne faut pas être là tout le temps, puis dire « j'y vais plus, tu restes là », bien, le parent vit ça comme un abandon. Tu m'as trahi, puis là, tu t'occupes plus de moi. Alors, avoir un équilibre là-dedans. C'est quoi un équilibre? Ça dépend du parent, ça dépend de son besoin, ça dépend de ce qu'on faisait comme famille avant aussi. Si on était là souvent, on continue à peu près le même rythme, mais dans les premiers temps, être là un peu plus parce que c'est plus difficile. On va t'installer, on va organiser les choses pour que tu te sentes bien dans le milieu. Donc, c'est important de minimiser l'impact sur le parent. Oui, en reconnaissant l'impact, mais pas juste se centrer là-dessus, centrer sur vraiment là, comment on peut faire pour faciliter ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que tu aurais le goût qu'on fasse pour toi? Il y a énormément de documentation à signer quand on arrive sur place. Est-ce qu'on doit se dépêcher de le faire? Comment on devrait agir par rapport à ça? Bien, des fois, le personnel veut signer les papiers, il faut signer le niveau de soins, il faut signer les différentes autorisations. C'est vrai que ça doit se faire. Mais je pense que comme famille, il faut dire, on va prendre le temps d'installer mon parent, on va prendre le temps de bien vivre ce moment-là, on va s'intéresser aux personnes,
on peut prendre rendez-vous peut-être pour signer les papiers. Je viendrai demain, on regardera ça. D'un, on est plus disposé comme famille aussi. Oui, j'imagine que l'émotion nous envahit nous-mêmes quand on arrive là-bas, sur oui, place. Tout à fait. Puis c'est correct. Et c'est des décisions, des fois, d'importance. Il faut bien les comprendre. Et quand on est très émotif, bien, on les comprend plus ou moins. Alors, c'est pas urgent de signer ça là, dès le point de départ. On peut y aller la semaine prochaine si je ne peux pas être là demain. La semaine prochaine, ça va aller. Puis si vous avez une urgence, bien, vous m'appellerez. Il n'y a pas de drame. Mais des fois, le personnel va vouloir, bien, on signe ça au plus... Pour se protéger qu'ils sont pressés? Oui, puis parce que je veux savoir quoi faire en situation d'urgence. Peut-être qu'elle n'arrivera pas cette nuit, la situation d'urgence. Fait que on va prendre le temps de bien installer mon parent. Déjà, on s'évite des difficultés là-dedans. Une fois le parent arrivé sur place, est-ce qu'il y a des moyens de faciliter son adaptation? Oui. À cette nouvelle réalité? Oui, d'une part, de faire ce qu'on appelle l'histoire de vie. C'est pas de tout raconter ce qui s'est passé, mais de donner les principaux éléments. Qu'est-ce qu'il aime, mon parent? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Parce qu'il y a eu une vie avant et le personnel ne la connaît pas, cette vie-là. Alors, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Est-ce qu'elle était enseignante? Est-ce que... C'est des éléments qui sont importants. De quoi il a peur? Si je sais que le parent a peur de l'eau, a déjà failli se noyer, bien, comme intervenant, je ne remplirai pas le bain plein d'eau. Je sais qu'il a peur. C'est pas ça que je veux. Alors, je vais y aller en lui demandant, ça, est-ce que c'est correct, cette quantité d'eau-là? Je vais y aller de cette façon-là. Si le parent a travaillé, par exemple, de soir, bien, quand je le vois s'en aller prendre la porte vers 3h30, au lieu d'avoir comme image, il est en train de fuguer, bien, je vais peut-être me dire, il s'en va travailler, lui, dans son esprit. Je sais qu'il ne travaille plus, ça fait longtemps qu'il a pris sa retraite, mais dans l'esprit du parent, je ne suis pas certaine qu'il y a ça. Alors, peut-être je vais aller faire le tour de l'établissement, le tour de la chambre seulement, c'est suffisant. Puis là, il est allé travailler, il peut se rasseoir. Donc, je n'ai pas fait d'intervention plus coercitive ou plus dérangeante pour lui. Je l'ai accompagné là-dedans, mais je sais que son objectif, c'est d'aller travailler. Donc, on y va là-dedans. C'est important d'informer le personnel. Oui. Oui, parce qu'on peut comprendre ce qu'il fait comme comportement. On peut donner un sens et répondre à ce comportement-là plutôt que de l'empêcher en disant « Mais non, vous ne partez pas, là, je vous garde avec moi. » C'est pas de cette façon-là. De connaître des histoires de vie, ça permet aussi d'avoir un contenu qui nous permet de faire de la diversion. Souvent, dans les soins d'hygiène, c'est difficile. Le parent nous dit « J'ai l'habitude de me laver tout seul, puis je n'ai pas besoin d'aide », ce qui n'est pas nécessairement vrai. Mais des fois, il faut faire ce qu'on appelle la diversion. Donc, il y a un intervenant qui donne les soins et qui se fait oublier, qui ne parle pas, et l'autre intervenant engage une conversation. Mais si je sais ce qui intéresse monsieur ou madame, bien, c'est de ça dont je vais parler. Vous avez déjà été enseignante, bien, racontez-moi donc ça. Avec les petits-enfants, c'était-tu difficile? Et là, j'ai du contenu pour échanger avec la personne. Elle va se centrer sur ce que je dis. Et comme quand ils ont des pertes cognitives, ils ne sont pas capables de se concentrer sur deux choses, ils vont oublier qu'il y a quelqu'un qui est en train de donner des soins. Donc, ça va être moins violent pour lui. Je n'entre pas dans son intimité. J'ai une conversation avec lui, mais j'ai du contenu, par exemple, qui m'a été fourni par la famille ou par la personne elle-même. Ça me donne aussi des idées pour des activités. Qu'est-ce qui l'intéresse? Si je sais que la dame a toujours tricoté, bien, peut-être que je vais lui présenter une activité de tricot. Mais si je ne le sais pas, bien, je vais prendre le temps de le trouver et ça peut me prendre du temps aussi. Mais si je le sais dès le point de départ, bien, c'est facilitant. Puis, bien, justement, il y a de la musique, je sais que vous aimez ça, ou la zoothérapie vient, je sais que vous avez déjà eu un petit chien, est-ce que ça vous intéresserait? Venez voir. Mais si je ne le sais pas, bien, je vais chercher. Ah oui, alors, c'est des éléments comme ça. Continuer l'aide qu'on faisait avant. Des fois, il y a des gens dans la famille qui disent « Bien, moi, j'avais l'habitude de couper les ongles de mon parent. » Mais pourquoi ne pas continuer? Le milieu va dire « Non, non, on va le faire, on s'en occupe. » C'est vrai.
Mais on peut continuer. Vous pouvez dire, ben j'avais l'habitude de faire ça, je vais continuer à le faire. D'un, c'est une interaction physique. Je prends soin de mon parent. Des fois, ça meuble aussi une conversation qui est inexistante parce que le parent ne sait plus quoi dire, ne parle pas. Donc là, je m'occupe, je fais quelque chose avec lui, le temps passe. Et pour le parent, c'est aussi le sens, elle continue à prendre soin de moi, continue à se préoccuper de ce que je suis. Et ça, c'est intéressant. Parce que souvent, les parents se disent, bon, c'est fini, c'est juste les intervenants. Oui, ils sont là pour compenser. Si je ne peux pas être là pour couper les ongles, je peux peut-être les avertir et dire, ben, cette semaine, je ne peux pas y être, faites-le pour moi. Mais si je suis là, je continue. Et des fois, les rencontres sont difficiles entre la famille et le résident parce que le résident a peu de choses à dire, est gêné, n'ose pas trop parler. Et la famille dit, bien, c'est plate, y aller, puis je ne vais plus. Donc, les rencontres s'espacent et à un moment donné, deviennent moins présentes. Mais quand j'ai quelque chose à faire, bien, j'ai le goût d'être là, parce que même si mon parent ne parle il se passe ça, puis il y a cette... oui, ça occupe le temps et de façon très, très positive aussi. Alors, c'est des moyens comme ça qui sont présents. Être aussi attentif aux propos du parent. Comment ça se passe? Comment tu vis ça? Ça va bien? Oui, mais encore, qu'est-ce qui a bien été? Raconte-moi donc un événement. Donc, ça nous permet de connaître le milieu, de connaître comment notre parent vit ça. Et si on voit des difficultés, bien, peut-être après d'aller voir les intervenants puis de dire, bien, mon parent m'a dit ça. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé? Ou faites donc attention à ça, il ne comprend pas telle intervention que vous faites, par exemple. C'est sûr que les gens vont nous dire, ah oui, mais il y a des pertes cognitives, c'est plus ce qu'elle dit. Oui, c'est vrai, plus les pertes cognitives sont importantes, bien sûr. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'ils ont des pertes cognitives qu'ils ne savent jamais ce qu'ils disent. Il y a des bonnes journées, puis il y a des bonnes parties de journée. Et ça, il faut en tenir compte. Et on le voit, ah, ça va bien aujourd'hui, elle est plus présente. Bien, écoutez davantage dans ces moments-là aussi. C'est précieux. C'est pas, c'est fini pour la vie, elle ne pourra plus me parler, non. Hier, ça n'allait pas. Elle me racontait des choses impossibles, mais aujourd'hui, ça a l'air de bien aller. J'en tiens compte de ça. Puis ça peut être vrai, ce qu'elle dit, même si elle a des pertes cognitives reconnues. C'est pas grave. Diane, il y a plusieurs intervenants autour des personnes qui se retrouvent en CHSLD. Il y a des infirmiers, infirmières auxiliaires. De quelle manière le psychoéducateur, la psychoéducatrice peut intervenir? Il intervient à différents niveaux. Bien, c'est au niveau du comportement la plupart du temps. Les gens vont nous demander parce qu'ils ont de la difficulté avec un résident puis ils ne savent plus quoi faire et tout ça. On va y aller, mais on intervient auprès du résident lui-même, voir s'il est bien, l'aider à exprimer ses émotions, voir est-ce que ça correspond, faire des activités avec lui qui lui plaisent aussi, puis échanger. Des fois, les gens ont de la difficulté à parler à leur famille, sont un peu réticents. Par exemple, quand ils sentent la mort venir, des fois, j'en parlerai pas à ma famille, ça va leur faire de la peine, puis c'est pas ça que je veux. Alors, le psychoéducateur va aller chercher ça. Je vous sens préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? À quoi vous pensez? Et là, des fois, vont ouvrir sur des sujets un peu plus délicats, un peu plus personnels face à ça. Il y a aussi le groupe de pairs, les autres résidents, qui, des fois, ne comprennent pas le comportement de la personne et qui... Bien, c'est qui, puis qu'est-ce qu'elle fait, puis on ne la voit pas, ou ils vont avoir des questions sur les comportements et tout ça. Il faut leur répondre. Tu sais, par exemple, elle n'est pas là, ça fait longtemps, il me semble que je ne l'ai pas vue. Mais c'est vrai, elle est à l'hôpital. Sans dévoiler les diagnostics puis les raisons, mais juste informer ces gens-là. Des fois, le personnel n'a pas le temps ou ne pense pas ou pris dans le train-train quotidien puis les activités qui sont rapides. Mais le psychoéducateur va avoir plus le temps peut-être d'aller chercher ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens placés, des fois, c'était des voisins. Ça faisait 40 ans, 50 ans qu'ils étaient voisins.
dans le quartier. Alors, ben oui, elles connaissent la personne et ils sont inquiets. Je la vois plus. Est-ce qu'elle est morte? Alors, de répondre à ça, c'est important. Il y a les membres des familles. Des fois, les familles disent j'ai des questions, j'ai des préoccupations, je trouve ça difficile de placer mon parent. Bien, on peut recueillir ça, on peut donner des fois des façons de faire des trucs. Nous, on a essayé ça. Essayez donc ça, vous aussi. Peut-être que ça va vous aider à aller là-dedans. Fait que, des fois, les familles sont un petit peu mal à l'aise parce que le personnel court un peu. Le psychoéducateur a l'air d'avoir plus son temps parce que c'est le cœur de sa tâche, plus de faire ça. Donc, il va être plus disponible et les familles vont aller vers le psychoéducateur souvent. Il y a aussi les membres du personnel qui, des fois, se sentent dépassés, des fois sont blessés par des commentaires ou des comportements des résidents, ont du mal à vivre ça aussi. Ça va être des choses qu'on va aller chercher, avec lesquelles on va travailler. On va peut-être donner des connaissances, dire, mais regardez, il y a telle maladie ou il y a tel comportement. Voici le sens que je donne à ce comportement-là. Et ça va être aidant, parce que souvent, ils prennent, non, c'est moi qui n'ai pas correct ou non, pas nécessairement. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire différemment. Des fois, ça ne sert à rien de parler, c'est juste un sourire et ça va être correct. Bien, contente-toi de faire un sourire. Des fois, ça va être de démontrer quelque chose par notre propre comportement. Ils vont nous voir agir, intervenir auprès de la personne. C'est ça qu'elle voulait dire. Mais là, ils savent et ils vont procéder par imitation. Il y a aussi des plans d'intervention qui sont plus réservés quand on a des difficultés au niveau du comportement. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de plan d'intervention. Mais quand il y a des difficultés, bien, on va y aller, mais avant, on va observer. Donc, bien souvent, le psychoéducateur va mettre des grilles d'observation en place. Il va dire, bien, regarde, on observe ça. C'est important que tout le monde note ce qu'il a. Et après, bien, on va être capable d'analyser, des fois de regarder avec la famille. Voici ce qu'on a observé de votre parent. Vous en pensez quoi? Vous le connaissez bien? Vous pensez quoi de ça? Et là, ça va nous permettre de mieux comprendre et après, peut-être d'élaborer un plan d'intervention. On va travailler tel objectif, on va utiliser tel moyen, de s'assurer du suivi, la mise en œuvre évidemment, mais du suivi de ça, parce que des fois, les gens ont d'autres préoccupations que le plan d'intervention, mais dire, regarde, on s'est entendu qu'on ferait telle chose, c'est important de le faire. Ça va être beaucoup de rechercher la fonction du comportement. Quand il fait ça, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, ouais, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi? Et des fois, on n'intervient pas pour empêcher le comportement, comme ce que je pouvais interpréter comme la fugue du parent qui s'en allait travailler. Mais ça va être de dire, mais regarde, il est peut-être trop stimulé ici, il y a trop de bruit, trop de lumière, il a besoin d'un temps de repos, puis c'est correct. D'autres fois, bien, regarde, il est de telle origine, je vais lui faire jouer de la musique de son coin de pays. Et peut-être que là, ça va être intéressant et ça va calmer les choses. Alors, c'est des affaires comme ça qui sont des fois petites. Des fois, c'est juste d'aller s'asseoir à côté de la personne puis de lui toucher. Puis c'est correct. On vient de la calmer. Des fois, c'est d'ignorer le comportement puis de laisser faire, puis le comportement s'estompe parce qu'il voulait de l'attention, puis j'en donne pas de cette façon-là, mais je vais en donner quand le comportement n'est pas là. Et je réponds à ce qu'il faut. Il va être beaucoup de mettre en place des activités aussi. Qu'est-ce qui est intéressant pour lui? De quoi il aurait besoin? Peut-être que l'activité se donne ou peut se donner à l'intérieur du centre, puis peut-être que non. Tu sais, un résident qui a voulu être prêtre ou qui l'a été, il a peut-être le goût d'aller à la chapelle, et s'il n'y en a pas, peut-être que je vais aller à l'église tout près. C'est important pour lui de faire ça. Alors, c'est d'intervenir sans jugement sur ce qui se passe et de faire ce que le résident a besoin, puis qui va l'aider dans cette démarche-là, dans cette intégration-là. De quelle manière le psychoéducateur peut agir face à des problèmes d'intimidation ou de maltraitance des personnes âgées?
Bien, je pense qu'il faut supporter les familles à leur dire « Craignez pas de relever ce comportement-là. Vous avez entendu des paroles qui vous laissent mal à l'aise, intervenez auprès de la personne qui l'a dit. » Des fois, les gens disent « Ouais, mais si je dis que je ne suis pas d'accord, si je porte plainte, c'est mon parent qui va en subir les conséquences. » C'est toujours la crainte. Quand je ne serai pas là, qu'est-ce qui va y arriver? Mais commencez pareil par intervenir, dire « Ça, je ne suis pas confortable avec ce que je viens d'entendre. » Et ne pas craindre d'aller voir le chef d'unité ou l'infirmière en place et lui dire « Je suis intervenue tantôt, j'ai entendu ça de telle personne, je lui ai dit ceci. J'aimerais ça que vous ayez ça à l'œil. » La personne va avoir le comportement de l'employé à l'œil, effectivement. Peut-être que ce n'est pas la première fois puis qu'il faut passer à autre chose. Et en même temps, elle va surveiller les réactions du parent et voir, bien, est-ce que c'est pire? Est-ce que ça... OK, ça s'est amélioré. Des fois, les gens ne font pas ça pour mal faire, mais vont dire des choses ou vont faire des interventions ou des gestes en ne pensant pas que c'est blessant pour l'autre personne. En le sachant, des fois, je ne savais pas, c'est correct, je ne referai plus ça. OK? Et ça s'arrête. Ce n'est pas nécessairement méchant, mais oui, ça peut être perçu comme de l'intimidation. Mais si c'est jamais nommé, le comportement ne changera jamais. On continue, ben oui, je pense. Moi, je faisais ça avec ma mère, puis c'est correct dans ma famille, mais avec cette personne-là, c'est pas correct. C'est pas interprété de cette façon-là. Il faut là aussi être attentif aux parents. Tu sais, un parent qui tout à coup devient plus discret, moins à l'aise, quand un employé rentre, baisse les yeux, devient plus fermé, il faut se questionner. Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé tantôt? Pourquoi tu as eu cette réaction-là? Tu n'avais pas ça maintenant? Des fois, le parent se rappelle que ça n'a pas bien été, mais il ne se rappelle plus ce qui s'est passé. Donc, il ne peut pas le dire. Je ne peux pas dire, ben écoute, hier, cet employé-là a fait telle affaire ou m'a dit ça, ça m'a fait mal. Il n'y a plus la mémoire des fois de ça. Mais il y a la mémoire affective, par exemple. Je sais qu'avec cet employé-là, ça ne va pas bien. Et ça, il faut en tenir compte de ça. Même si le parent ne peut pas dire, il s'est passé quelque chose, je l'ai vu, je l'ai senti, bien, je vais aller voir. Je vais essayer de voir auprès du personnel. Je vais être peut-être plus vigilant par rapport à ça. C'est des signes qui sont importants à tenir compte là-dedans. C'est sûr, s'il y a des bleus ou... bien là, c'est autre chose. Il faut plus agir. Puis généralement, les gens là, sont plus perspicaces puis voient plus. Mais il y a des fois des situations, c'est nébuleux. On ne sait pas trop... le parent se contracte, je sens un malaise, ben oui, il faut que j'intervienne. Il faut peut-être que je demande aux autres membres de la famille, avez-vous vu ça, vous autres aussi? Bien, quand vous y allez, observez donc quelque chose de cet ordre-là. On parle d'employés, mais des fois, c'est les autres résidents qui intimident ou qui font mal. Des fois, il y a des gens qui ont des troubles de comportement là aussi, là. Puis c'est plus intervenir à ce niveau-là. Mais il y a des fois, c'est par une incompréhension. Je lui ai dit ça tasser, elle ne s'est pas tassée. Bien, j'ai rentré dedans. Bien, tu dis, oui, mais pourquoi elle ne s'est pas tassée? Parce qu'elle a des pertes cognitives ou parce que, regardez, des fois, il faut les informer, eux autres aussi, de ce qui se passe. Et là, ils comprennent et ils disent, ah, mais c'est pas méchamment qu'elle a fait ça. Ben non, c'est parce qu'elle a des limites, elle n'est pas capable. Des fois, physiquement, elle n'est pas capable de se déplacer. D'autres fois, bien, c'est au niveau des pertes cognitives qui font qu'elle n'est plus capable de faire ça. Mais ce n'est pas une atteinte à l'autre personne. Alors, quand ils comprennent, ah, bien, OK, je sais ce qui se passe, je vais le dire autrement la prochaine fois. Donc, c'est important d'intervenir et de regarder comment ça se déroule. Puis si les gens ne comprennent pas, bien là, il y aura d'autres interventions peut-être. Mais c'est le bon moment d'aller voir le psychoéducateur aussi et de dire, bien écoute, avec tel autre résident, c'est difficile, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, ou il s'est passé telle chose, je l'ai vu. Pouvez-vous avoir ça à l'œil? Ça peut être une bonne ressource à avoir. C'est un peu ce que je dirais d'aller voir, d'observer. Puis de ne pas avoir peur.
Parce que souvent, les gens nous disent, ils attendent très longtemps avant de venir nous dire « j'ai vu quelque chose de problématique ». Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ben, je craignais. Diane Métayer, merci beaucoup. Bienvenue. Le rôle principal d'un ordre professionnel est de veiller à la protection du public. Ainsi, l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec s'assure du haut niveau de qualité du service offert par ses membres et vérifie les compétences des personnes qui adhèrent à l'Ordre. Il surveille l'exercice de la profession et voit à soutenir ses membres dans le maintien et le développement de leurs compétences professionnelles. En tout temps, en visitant le site Internet de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, il vous est possible de consulter le tableau des membres. C'est un outil facile à utiliser qu'on trouve au bas de la page d'accueil et qui permet de vérifier si une personne est membre de l'Ordre. Au même endroit, vous pouvez consulter le répertoire des psychoéducateurs en pratique privée. Quel que soit votre âge ou votre situation, un psychoéducateur peut vous aider.